Bon, c'est reparti pour une autre vidéo pédago, cette fois-ci sur le partage de la valeur ajoutée. Il y a l'hebdomadaire La Vie qui est venu m'interroger la semaine dernière, et avant ça, je me suis mis à réviser donc sur qu'est-ce que c'est les éléments que j'avais, refaire l'historique de mon rapport à la valeur ajoutée. C'est bizarre comme truc, mais un jour, et c'était au moment d'une réforme des retraites, mais sous Sarkozy. De toute façon, Balladur, il a eu la sienne, Fillon, il a la sienne, tu vois, Marisol Touraine a la sienne, bon, et voilà. Et donc là, c'était sous Sarkozy, je vais voir des économistes à l'Institut de recherche économique et sociale pour piger ce machin-là. Et là, je suis avec le directeur qui s'appelle Jackie Fayol et qui dit comme de toute façon, il y a 10% de la valeur ajoutée qui sont passés en gros du travail au capital. Je dis, pardon, je comprends pas. Il était en train de marmonner comme ça, comme si c'était évident. Bah oui, bon, enfin, bon, comme tout le monde le sait, il y a grosso modo 10% de la valeur ajoutée qui est passée du travail au capital. Je dis, bon, comment ça c'est quoi cette histoire-là? Mais ça a l'air d'être vachement important parce que quand même, 10% de la valeur ajoutée, à l'époque, c'était 2000 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à 2500 milliards d'euros. Donc, je fais mon petit calcul dans ma tête. Mais attendez, je me dis 10% de 2000 milliards, ça fait 200 milliards d'euros. Vous me dites qu'il y a 200 milliards d'euros qui, auparavant, allaient au travail et qui, maintenant, va au capital. Je dis, bah oui, c'est à peu près ça. Je calcule comme... Attends, mais c'est stupéfiant ce que vous me racontez là, puis vous me le dites comme ça. Bon oui, mais c'est quelque chose qui quand même est très connu des économistes. Comme si c'était une petite astérisque qu'il avait mis, tu sais, dans un contrat d'assurance, t'allais voir en bas, c'était en caractère 7, ça devait être connu de tout le monde. Je dis, mais attendez, faut le dire plus fort que ça. Est-ce que vous avez une courbe? Donc là, il me montre une courbe. Qu'est-ce qu'on voit sur la courbe? Ben, on voit, tu vois, la chute de la part consacrée au travail, et ça grimpe pour la part le taux de marge pour les entreprises. Alors, tout dépend où tu prends le départ. Tu prends le départ 1983, c'est le moment qui nous arrange le mieux, c'est en général celui qu'on choisit, tu vois. Et là, on dit, précisément, il y a 9,3% de la valeur ajoutée qui est passée du travail au capital, donc à peu près les 10% dont il me parlait. Ça fait, là, maintenant, ça ferait 250 milliards d'euros. Quand imagine qu'on est en train de faire une réforme des retraites pour 12 milliards d'euros par an à l'horizon 2027, ça fait 20 fois ça. Il y a de quoi se nourrir là-dessus. Tu peux prendre un autre point de départ. Tu dis, bon, ouais, en effet, quand même, 1983, c'est le point haut. On va pas exagérer. On va prendre sous Giscard, sous Pompidou, tu vois, des années qui sont pas des années où c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Là, tu as quand même encore 5 points de différence. 5 points de différence, là, ça nous ferait cette année 125 milliards d'euros supplémentaires pour le travail dans notre pays. En salaire, en retraite, en assurance chômage. Découvrant ça, je dis, mais finalement, ça, ce que vous me racontez là, avec votre courbe et vos petits chiffres, c'est un hold-up géant. Il me dit, oui, tout à fait, on peut appeler ça comme ça. C'est un hold-up tranquille, oui, tout à fait. C'est un hold-up invisible, oui. Finalement, pendant ces décennies, on a pris dans la poche du travail, mais très discrètement, ça se sent pas, ce vol-là, et on l'a mis, du coup, dans la poche du capital. Alors, ça s'est passé comment? Ça se passe, ce chiffre condense toute l'histoire économique, quelque part. Ça se passe du côté du travail par des suppressions de postes. Quand tu supprimes des postes, que ça soit dans le public ou dans le privé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du salaire en moins qui est versé. Donc c'est la première manière. La deuxième manière, c'est la stagnation des salaires. C'est pendant des décennies les experts qui te disent qu'il faut modérer les salaires, qu'il ne faut surtout pas de coup de pouce au SMIC. Bon, deuxième manière. Troisième manière, c'est la flexibilité précarité qui fait que tu adaptes le travail au plus près des besoins du capital. Donc, les temps partiels qui triplent sur cette période, qui passent de 6 à 18%. Tu as les contrats atypiques. En vérité, c'est l'intérim, les CDD qui doublent, qui passent de 17 à 31%. Et donc, voilà, quand le capital a plus besoin de toi, bah, tu restes à la maison. Bon. Et enfin, dernier point, ce sont les cotisations qui sont allégées, qui ne sont pas relevées et qui permettraient de financer les retraites, la santé. Sur le travail, ça joue sur ces 4 points-là, et notamment si en France c'est aussi abrupt, c'est parce que en 1982, on décide de la désindexation des salaires sur l'inflation. Et donc là, ça fait une chute très nette, très rapide, très brutale. C'est pour ça que quand l'inflation est revenue, mon réflexe a été aussitôt de dire indexation des salaires sur l'inflation. Parce que je savais que c'était là qu'on pouvait aller en partie reprendre sur le capital. J'ai dit en France, mais il faut bien voir que, comme dit
la Bank for International Settlements, tu vois, la banque des règlements internationaux. C'est un organisme on ne peut plus sérieux qui se trouve en Suisse, à Bâle, et donc qui règle les problèmes entre les banques. Elle estime que c'est un Global Upward Trend in the Profit Share. Ça veut dire une tendance générale, globale, mondiale, à la hausse de la part des profits. Et elle dit même dans un de ses papiers que jamais la part des profits n'a été aussi élevée, jamais la part des salaires aussi basse, texto, depuis les 45 dernières années, et que c'est valable partout. C'est au niveau du G7, en gros, 5,8 points qui sont passés du travail au capital. Au niveau de l'Union européenne, c'est 8,6 points. Donc on est dans des ordres de grandeur un peu comparables à ce qu'on raconte pour la France. Quand je vois ça, ça répond pour moi à la fois à la question sociale et à la question écologique. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, le raisonnement, c'est de dire il faut faire grossir le gâteau pour les libéraux. Comme ça, tout le monde en aura un peu plus. Ça s'appelle la croissance. Et moi, déjà à cette époque-là, je suis opposé à ça, à cette croissance, à la fois pour des raisons sociales et pour des raisons économiques. Pour des raisons sociales, j'ai une citation que j'aime bien de Jacques Attali. Tu vois, c'est l'homme qui a fait le rapport pour la libération de la croissance. Mais que disait Jacques Attali en 1973 ? Il disait ceci. « Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux selon lequel la croissance réduit l'inégalité. Cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escroquerie intellectuelle sans fondement. » Qu'est-ce qu'il dit là, Jacques Attali ? Il dit « faut pas attendre que le gâteau est grossiste pour mieux le repartir. On peut mieux le répartir dès maintenant. » Et évidemment, raisonner comme ça résout la question sociale, à savoir réduire les inégalités, permettre que chacun vive bien dans ce pays, mais aussi ça résout la question écologique, parce qu'on n'a pas besoin de produire plus pour que chacun vive mieux dans ce pays. Là, je t'ai causé des côtés salaires, mais il faudrait causer aussi côté capital. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? On va prendre un impôt, l'impôt sur les sociétés. Au milieu des années 80, donc au moment où on est au pic là, au sommet de la part du travail, on a également encore un impôt sur les sociétés qui est à 50%. Il était à 50% sous Giscard et tout ça. Et voilà que par palier, il passe à 45%, 36%, 33%, et maintenant Macron l'a baissé à 25%. Mais en vérité, on sait que ça c'est le taux affiché, que c'est 24% pour les TPE-PME, que c'est aujourd'hui 4% en gros pour les sociétés du CAC 40, que Sanofi et Total ne payent pas d'impôts en France, parce que Total, il a beau faire son plus gros chiffre d'affaires ici, son deuxième plus gros chiffre d'affaires en Belgique, il dit non, c'est pas là que je fais mes bénéfices, je fais mes bénéfices aux Pays-Bas, parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Bon, et donc, on a un impôt qui glisse de ce qu'on appelle les bases mobiles. Les bases mobiles, c'est les grandes firmes, c'est les riches, mais on ne peut pas les taxer, on ne peut pas taxer leur kérosène, sinon ils vont aller l'acheter ailleurs pour leur jet et leur yacht. Donc, ça glisse vers les bases immobiles, c'est toi, c'est moi, parce que même si on augmente la TVA, même si on augmente les impôts locaux, même si on augmente les impôts sur le boulanger du coin, il ne va pas les délocaliser, lui, aux Bahamas, à Jersey et compagnie. Ça, ce que je décris là, qui se résume dans ce chiffre de 9,3%, dans ce hold-up tranquille, dans ce partage entre le capital et le travail, ça a une cause essentielle. Cette cause essentielle, c'est la mondialisation. C'est Escher Olin, tu sais. Alors moi, je te l'ai fait 50 fois, mais peut-être qu'il y en a qui ne m'ont pas encore entendu ou que ce n'est pas encore gravé dans le cerveau. C'est un théorème qui dit qu'à l'ouverture des économies répond une inégalisation interne des sociétés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus tu as du libre-échange, plus à l'intérieur de ton pays, il va y avoir une tension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ouvrier de chez Dunlop, on va lui dire regarde à l'est et vers le bas, le pneu produit en Estonie, il est bien moins cher qu'ici en Picardie, et en revanche, le PDG de chez Total, il va regarder vers l'ouest et vers le haut, et il va dire, le PDG d'Exxon, il est beaucoup mieux payé que moi, donc comprenez que je m'augmente de 52% cette année. Et donc ça va construire une tension de cette manière-là, à l'intérieur de la société. Alors Macron, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient finalement accélérer juste un mouvement qui est déjà là dans la durée, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la flat tax, avec l'exit tax, avec maintenant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui va être, elle aussi,
supprimés. Quand on dit que le taux de marge, il a augmenté pour les entreprises, tu sais, c'est comme quand je dis patron, entreprise à l'intérieur, comme pour poisson, il y a les requins et il y a les sardines. La valeur ajoutée, elle n'est pas la même pour le donneur d'ordre qui se trouve en haut, Total, que pour les sous-traitants qui viennent sur le site, pour les sous-sous-traitants, pour les sous-sous-sous-traitants et pour l'auto-entrepreneur. Les multinationales en France, c'est plus de la moitié la valeur ajoutée. C'est sûr qu'il y a comme une vampirisation de l'économie par le sommet. C'est pour ça que la gauche a pour devoir de penser la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de Total, entre les actionnaires et les salariés, c'est certain. Mais il faut aussi penser la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de toute la chaîne, parce qu'en dessous, sinon, ils n'auront que des miettes à se partager. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est invisible dans ce que je raconte là, quand je parle du travail et du capital. Il y a un troisième élément, en vérité, qui est l'entreprise elle-même. Parce que là, j'ai dit bien souvent l'entreprise. En fait, j'ai du coup opéré une confusion entre ses propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires, qui ramassent des dividendes. Dans les années 80, on travaillait 1 semaine par an pour les actionnaires. Maintenant, c'est 4 semaines par an pour les actionnaires, en dividendes à peu près comme équivalent. J'ai confondu donc les actionnaires et l'entreprise. Mais l'investissement dans les entreprises, c'est aussi quelque chose qui a été écrasé par le capital, au passage. Je me fonde sur les travaux du CLERC, un centre de recherche sociologique et économique qui se trouve à Lille, et sur un chercheur qui s'appelle Thomas Dallery, et qui a estimé grosso modo que quand on mettait 1 euro d'investissement dans les années 70, on donnait 50 centimes en dividendes. Aujourd'hui, quand on met 1 euro d'investissement dans une entreprise, on met 2 euros en dividendes. C'est-à-dire que le ratio a été multiplié par 4. Alors ça m'avait amusé quand Macron il était allé sur le site de ST Microélectronique pour parler de financement des entreprises, qu'on allait rapatrier les puces ou je sais pas trop quoi. Parce que le ST Microélectronique, c'est une caricature d'une boîte qui est dévorée par son capital. En moins de 15 ans, les dividendes ont été multipliés par 12, tandis que les investissements étaient divisés par 3. Dans une entreprise où je crois que l'État français est quand même un petit peu actionnaire. Je pose la question de l'investissement. Là, tu vois, j'ai posé la question du travail, je pose la question du capital, mais je pose la question de l'investissement. Pourquoi ? Parce que la bifurcation écologique dont on a besoin, elle réclame de l'investissement. Elle réclamerait que Engie bouscule son modèle économique, comme l'avait proposé sa PDG Isabelle Kocher, qui s'est fait dégager parce qu'elle proposait de sortir des énergies fossiles et d'investir pour être les champions industriels de la rénovation thermique. Et donc, ça supposerait un investissement massif aussi des firmes là-dedans. Mais là, il ne peut pas s'opérer dans un temps où le capital écrase pas seulement le salarié, mais écrase aussi l'investissement dans l'entreprise. Ça obère cette transition nécessaire. Voilà pourquoi ce que racontait Jackie Fayol en marmonnant me paraît, 10 ans se sont écoulés, me paraît encore plus nécessaire aujourd'hui, à la fois par souci de justice sociale et par un temps de gavage généralisé. On voit à la une des Échos que le CAC 40 atteint des dividendes records en temps de crise, 44 milliards d'euros, et que les 2/3 de ces dividendes vont aux 0,1% des Français les plus riches. Donc, par souci de justice sociale, mais par impératif de transformation écologique.